Les clés du bonheur, dans un livre intitulé « Je fais de ma vie un grand projet ». Notre invité, c'est le docteur Guillaume Font. Guillaume Font, docteur en psychiatrie et neurosciences. Vous exercez ici à Marseille. Vous êtes auteur de ce livre de développement personnel, on peut appeler ça comme ça? Alors, c'est dans la tradition du développement personnel, mais ça intègre beaucoup plus de sciences que les livres classiques de développement personnel. Et surtout, c'est adapté à chaque lecteur, alors que l'écueil des livres qui existent dans le développement personnel, c'est souvent qu'on propose des recettes toutes faites, mais qui ne s'adaptent pas à chaque personne. Oui. C'est-à-dire qu'on trouve des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, qui sont trop génériques. Et là, ça peut correspondre effectivement à un panel de personnalités, parce qu'on va s'adresser à des personnalités différentes dans ce livre. C'est ça qui fait la grande différence, c'est que vous appuyez sur la science. Hein. Exactement, et 10 ans de pratique avec mes patients, donc j'ai pu l'essayer pour moi et pour mes patients. Si je vous dis, et ça va sans doute rassurer bon nombre de gens qui nous regardent, si je dis que l'idée de ce livre vous est venue suite à une dépression en 2011. Exactement, ça a commencé comme ça en fait, quand on touche le fond de la piscine, hein, ça a été mon cas comme beaucoup de monde. Il y a 10% des Français qui sont en état de dépression à un instant T, donc c'est énorme. Ouais. Et donc il y a eu un moment dans ma vie où effectivement tous les domaines dysfonctionnaient. Au niveau du travail, j'allais changer de travail, j'allais partir à Créteil. On me disait mais qu'est-ce que tu vas faire à Créteil? J'étais à Montpellier, le soleil, la mer. Enfin, oui, les gens on m'a dit mais tu es dingue. Dans le domaine familial, sentimental, amical, voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas autour de moi, beaucoup de souffrance, et j'avais l'impression que tout commence à me coûter en fait, qu'à chaque fois je devais faire un effort en fait pour faire même me lever le matin. C'est les signes de la dépression. Donc j'ai su m'auto-diagnostiquer, et puis je me suis rendu compte que dans ma formation de psychiatre, en fait on n'avait pas tous les outils, contrairement à ce qu'on pense. C'est incroyable. On a les outils pour la dépression biologique, hein, qui est une réalité. Donc les antidépresseurs sont très importants. Donc je le dis pour les personnes qui nous regardent, il ne faut pas hésiter à prendre des antidépresseurs si le psychiatre diagnostique une dépression. Ce sont de bons médicaments. Mais ça ne suffit pas pour tout, et notamment ça ne suffit pas pour traiter les causes de la dépression. Et ça, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui dysfonctionnent dans notre vie, et on ne les identifie pas forcément. On a parlé de l'alimentation, il y a plein de personnes qui s'alimentent très mal, et elles ne savent pas que le mal s'alimenter, ça engendre de la dépression. C'est vrai. Le tabac aussi engendre de la dépression, on ne le sait pas. On le sait pour l'alcool, on le sait bien, mais pour le tabac, on ne sait pas que fumer engendre de la dépression. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Encore une fois, ce n'est pas vous qui imaginez que le principe de ce livre, c'est très pratique. C'est-à-dire que vous allez donner pour l'alimentation des conseils. Vous dites même que la musique peut également nous donner de l'énergie. Par exemple, si on écoute un morceau de musique qui nous donne de l'énergie, c'est Pamplamousse, c'est ça? Oui, une reprise de Bulletproof, c'est ce que j'écoute en ce moment le matin pour me donner de l'énergie. Voilà, alors si on peut entendre ça... Ça, c'est universel. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. La musique, donc, adoucit les mœurs, ça, c'est pas une révélation, mais ça peut aussi apporter de l'énergie. Et vous partez sur le principe qu'on a 4 ressources essentielles en nous à préserver. Ces 4 ressources sont le temps, l'énergie, l'argent et les pensées. Et vous dites, quand on n'est plus en harmonie avec soi-même, il faut oser changer. Expliquez-nous ça. Habituellement, on reste dans une petite mort parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est ça l'idée? Le point commun de toutes les personnes qui venaient me voir, c'était de dire... je ne peux pas dire que je suis vraiment malheureux ou malheureuse, mais je ne suis pas non plus heureux ou heureuse. Je ne sais pas comment changer, j'ai peur de changer, j'ai peur de changer d'emploi, j'ai peur du chômage, j'ai peur de la pauvreté, j'ai peur du jugement, j'ai peur d'être trop âgé, par exemple. Et la première étape du livre, ce que j'explique au début, c'est que souvent, on gaspille nos 4 ressources qu'on vient de citer, le temps, l'argent, l'énergie, les pensées, dans des choses qui ne sont pas fondamentales pour nous, qui n'ont pas vraiment de sens. Un exemple concret, on vient de parler de la musique. Beaucoup de personnes écoutent les infos le matin dans la voiture et on sait que ces infos, elles distillent de l'angoisse et elles consomment aussi de l'énergie sans qu'on s'en rende compte. On est en train de traiter en conduisant. Donc déjà, on conduit, donc on traite de l'information, mais on traite aussi de l'information qui n'est pas utile pour notre vie ici et maintenant. Ouais. Si on veut s'informer, ce que je conseille plutôt, c'est d'aller regarder des reportages, des documentaires, des podcasts sur des sujets qui ont du sens pour nous.
Voilà, choisi. Et vous dites ne pas s'abreuver parce que ça génère de l'angoisse. On peut augmenter, vous dites, son énergie par l'alimentation, le sport, soit, mais aussi la méditation. Et là encore, c'est scientifique. C'est-à-dire que vous ne dites pas, voilà, je vais me passionner pour le bouddhisme ou telle autre religion, mais vous dites, il y a encore 10-15 ans, en psychiatrie, quand on abordait, par exemple, la méditation, on nous prenait un petit peu pour des farfelus. Est-ce que ça commence à rentrer dans les mœurs pour compenser, pas remplacer, mais compenser un peu parfois les médicaments? C'est complètement rentré dans les pratiques médicales actuellement. En 2004, quand on parlait de méditation, ça faisait rire, ça faisait New Age, on disait oui, bon, c'est des trucs. Et puis en fait, il y a eu les premières études qui ont démontré les effets neurobiologiques de la méditation, avec des études d'imagerie qui ont montré ce qui se passait dans le cerveau au moment de la méditation. Et là, on a arrêté de rigoler, en fait. On a eu les études qui sont arrivées. C'est comme pour les cures thermales. Et à partir de là, en fait, il y a eu un déploiement qu'on a vu. Moi, quand j'étais interne, il n'y avait pas de méditation dans les hôpitaux. En 10 ans, tous les hôpitaux maintenant universitaires, à Marseille, on a un groupe à la Conception, proposent des groupes de pleine conscience et de méditation pour les patients. Et on peut se sortir d'une dépression aidé par la méditation aujourd'hui? Alors, la méditation aide à ne pas rechuter dans les dépressions. Ouais. Par contre, attention, il ne faut pas faire de méditation en plein dans l'épisode dépressif, parce que la méditation, c'est aller contempler son esprit. Si on est dans un état d'esprit très perturbé, ça peut être très difficile de faire de la méditation. D'accord. Donc, je me permets de rebondir. Oui, Véronique. Il faut savoir que les cures actuellement préconisent des méditations, c'est-à-dire que pendant que vous avez vos soins, entre deux soins, on vous demande d'aller dans des salles pour vous reposer, pour vous détendre, et on vous préconise de méditer. Exactement, voilà, d'apporter toute son attention. Nous parlait de cure thermale tout à l'heure, donc les cures thermales se mettent aussi à la méditation. Dans ce livre, vous proposez un exercice très pratique, à la portée de tous, pour faire une sorte de scanner, pour trouver sa voie. Donc être en accord avec soi-même, pour être mieux avec les autres. Alors c'est quoi cette idée? Alors j'adore cet exercice, alors, je le fais souvent avec mes patients. Alors je vais donner le début de l'exercice et la suite est dans le livre. Voilà, ça c'est du teasing. Hein. Exactement. Si vous voulez il y a 2 questions à se poser, il va nous poser déjà la première. Voilà, et la deuxième est dans le bouquin. La première, alors ce que je demande souvent, c'est, alors ça peut être un peu angoissant, mais il ne faut pas le prendre comme ça, c'est que je vous annonce en fait que, Eric, vous avez un AVC qui va se déclencher dans 18 mois, parfaitement indolore, et que vous allez mourir paisiblement. Vous allez mourir paisiblement dans votre sommeil et vous ne pouvez rien y faire. Donc pour le prévenir, donc il vous reste 18 mois. C'est réjouissant, merci. Et à partir de là, c'est la bonne nouvelle, c'est que je vous donne 18 mois où vous allez pouvoir faire ce qui a vraiment du sens pour vous dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez arrêter de dire ça, je le ferai plus tard, je le ferai quand j'aurai le temps, ou voilà, j'ai trop de choses à gérer. Et là, en fait, je vais vous demander, dans tous les domaines de votre vie, dans le travail, la vie sentimentale, amicale, familiale, spiritualité, qu'est-ce que vous faites ? Il faut faire du nettoyage, c'est ça l'idée. Voilà. C'est de dire, on garde l'essentiel. Voilà, on va droit au but, on arrête de perdre du temps avec des choses qui, finalement, n'enrichissent pas notre vie. Quand on n'a plus que 18 mois, eh ben, on fonce, en fait. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, je vais faire des voyages, je vais faire le tour du monde, je vais beaucoup plus voir ma famille, me rapprocher de mes proches. Ouais, mais pour ça veut dire qu'il faut tout quitter. Il faut quitter le boulot. Alors, attention. Si on fait quoi ? Justement, c'est pour ça qu'il y a le deuxième exercice. Ah, voilà. Et donc ça, vous verrez ça dans le livre. Mais par contre, c'est pour arrêter les obstructions, c'est-à-dire arrêter ces pensées que l'on a des freins. Voilà, ce sera pour plus tard, j'ai pas le temps, ce genre de pensées qui peuvent arriver. Ouais, exactement. Quand on parle de science, je parlais aussi tout à l'heure de religion, et il y a quelque chose qui m'a fait penser au bouddhisme. Vous vous inspirez de façon du bouddhisme dans le livre aussi. Vous dites que les gens qui se plaignent, en gros, ont une forme de paresse d'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, la paresse, en fait, ça signifie quand on a des autoroutes, des espèces d'automatismes dans le cerveau. Et se plaindre, c'est ce qui arrive le plus facilement parce qu'on a été élevé comme ça et parce que voilà, il faut avoir la reconnaissance de nos difficultés, de la souffrance. Ça a une fonction pour le petit enfant de se plaindre pour avoir les câlins de sa maman, de son entourage. Voilà, c'est une fonction, ça fait partie de nous. Mais quand on devient adulte, dire ah oui, mais je suis victime de ça, la première étape, c'est de dire je prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Alors ça peut être vu comme un gros poids de dire ah oui mais je suis quand même pas responsable de tout ce qui m'arrive, oui, mais par contre j'ai la responsabilité de changer.
Et ça, on travaille là-dessus au début, justement pour lever ces obstructions de « ça ne dépend pas de moi ». Il y a une partie des choses qui ne dépendent pas de nous, ça c'est certain, mais aussi la grande majorité des choses, on a un pouvoir d'action dessus. On peut partir, on peut agir, j'explique comment agir, on peut changer sa façon de communiquer, de parler, choisir différemment les mots que l'on emploie, et on sait que ça a un énorme impact sur notre entourage. Absolument. Être bien avec soi-même, je l'ai noté, c'est pas forcément être aimé de tous. Au contraire. Parce qu'on se dit, voilà, quelqu'un qui est bien dans sa peau, bon, ça va être formidable avec tout le monde. Pas forcément. Pas du tout, c'est l'inverse en fait. Si on regarde les personnes qui sont appréciées de tout le monde, souvent ce sont des personnes très effacées et caméléons qui vont s'adapter et ne pas faire de vagues, rester en retrait. Et à l'inverse, si on se connecte à ces valeurs, à ce qui a vraiment du sens pour nous, on va polariser les personnes. C'est-à-dire qu'on va soit avoir des personnes qui vont être vraiment connectées à nos valeurs, et là, on va être super synchronisés et on va pouvoir avancer ensemble. Mais on a aussi des personnes qui vont être polarisées contre nous, à l'antipode, comme un aimant en fait. On va polariser et ça va créer des obstacles, mais ces obstacles nous aident aussi à avancer et à grandir. Parce que ce que dit le docteur dans le livre, et c'est pour ça que si vous le lisez, vous allez vraiment vous sentir bien, vous dites que chaque événement, qui soit positif ou négatif, est un cadeau de la vie. Alors expliquez-nous comment des trucs super négatifs peuvent être un cadeau. Alors ça, je le dis pas à mes patients très dépressifs tout de suite, parce que souvent là, ils reviennent pas si je leur dis ça tout de suite. Mais après, par contre, quand j'explique le rationnel de ça, c'est OK. C'est qu'il y a 3 types de cadeaux cachés. Le cadeau caché, c'est le cadeau en fait qu'on ne perçoit pas immédiatement. Alors le cadeau que tout le monde voit, c'est la personne qui dit merci, qui exprime sa reconnaissance, ça nous fait plaisir d'avoir aidé quelqu'un. Donc ça c'est OK, tout le monde le trouve, ce cadeau-là, il n'est pas très caché. Après, il y a le cadeau en fait où c'est décalé dans le temps, c'est-à-dire que c'est plus tard qu'on se rend compte que quelque chose qu'on a perçu comme négatif à l'époque, finalement nous a aidé. Un obstacle, un changement de profession, quelqu'un avec qui on a pu être en conflit au travail qui nous a aidé finalement à changer, à se révéler. Voilà, ça, sur le prochain bouquin que vous allez écrire sur la souffrance au travail. Voilà, qui va être publié en février chez JC Lattès. Je l'ai fait avec une collègue avocate sur la souffrance au travail et comment repérer le burn-out et les personnes harceleuses. Et donc, il faut repérer aussi les personnes toxiques qui ont comme désir de nuire. Ça, c'est très important parce que si on est face à quelqu'un qui désire nuire, là, on ne peut plus rentrer dans une communication harmonieuse et affirmée, en fait. C'est-à-dire qu'il faut simplement se soustraire et rester cohérent avec ses valeurs, mais ne plus essayer de rentrer dans une communication. Donc ça, c'est ce que j'explique dans ce nouveau livre qui va être publié en février. Parce que votre actualité est quand même foisonnante. 2 livres en préparation, parce qu'apparemment, ça se vend plutôt bien quand vous écrivez un bouquin, puisque les éditions Flammarion, généralement, quand ça marche, en redemandent. Et c'est le cas. Qu'est-ce que ce seront ces 2 bouquins? Alors, le premier, la souffrance au travail. Voilà, on vient de parler de la souffrance au travail. Et puis, on parlait de nutrition, la psychonutrition, justement. Ce sera de faire la synthèse sur toutes les connaissances scientifiques de ce qu'il faut manger pour prendre soin de son cerveau. Voilà. Et en anecdote, j'ai envie de vous faire raconter ces 2 petites anecdotes où vous ne renoncez jamais, même en cas de moquerie, puisqu'on le disait, par exemple la méditation, vous vous rironné il y a quelques années, aujourd'hui ça va mieux. Qu'est-ce que c'était ces recherches sur lesquelles au départ personne ne croyait en vous? Quand j'ai commencé à travailler, donc ma 2e thèse en fait en médecine, on peut faire donc des thèses de médecine d'abord, puis ensuite des thèses dans d'autres domaines scientifiques. Donc moi j'ai fait une thèse en neurosciences ensuite. Quand j'ai fait cette thèse sur les liens entre l'inflammation et les maladies mentales, et quand j'ai commencé à travailler sur l'inflammation, alors c'est l'inflammation du corps et ce qui peut prendre sa source dans le microbiote intestinal et l'alimentation. La mauvaise alimentation peut être inflammatoire. Tout ce qu'on vient de voir, c'est anti-inflammatoire là dans le menu de Carole, donc c'est vraiment parfait. Et cette inflammation fatigue et peut engendrer des troubles au niveau du cerveau. Ça veut dire que quand on se sent fatigué dès le matin ou quand on voit les choses en noir, ça peut aussi venir d'une alimentation qui est mauvaise. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand j'ai commencé là-dessus, on m'a dit « Ah oui, le docteur Font, il veut soigner les maladies mentales avec de l'aspirine. » Donc voilà, c'était ça. Donc ça faisait bien rire et puis après beaucoup moins. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai commencé sur la psychonutrition, donc vraiment l'alimentation elle-même. Là, on a dit oui, Guillaume Font, il veut soigner la schizophrénie avec des asperges et des yaourts. Donc, et puis maintenant, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont sur la table pour des projets de recherche
recherche qui se passe à Marseille. Voilà, et vous le direz pas parce que vous êtes trop modeste, mais vous venez encore de recevoir un prix dans votre domaine. Voilà, on va me remettre le prix de la meilleure publication en psychiatrie à Nice le 6 décembre au Congrès français de psychiatrie pour mes travaux de recherche. Merci beaucoup à vous, Guillaume Font, et ce livre, donc Je fais de ma vie un grand projet, je décide d'agir pour changer durablement, aux éditions Flammarion, un bouquin qui fait du bien avec des vrais morceaux de solutions à l'intérieur. Merci à vous. Merci.